Bonjour Guillaume Fivet. Bonjour Laurence. Merci de nous accueillir chez vous, puisqu'on est ici chez vous. Vous êtes le directeur général de la Savonnerie du Midi. On voit derrière, j'espère qu'on voit derrière vous les chaudrons. Encore merci d'avoir accepté d'accueillir le plateau de la Tribune. Merci à la Tribune d'avoir choisi la Savonnerie du Midi. Pour nous, c'est une grande fierté de vous recevoir ici aujourd'hui. En tout cas, pour parler d'industrie, il n'y a rien de mieux que d'être au sein de l'industrie elle-même. À vos côtés, Juliette Villiers, bonjour. Vous êtes la cofondatrice de la Pousseraie. Bonjour. Une ferme verticale qui fait de l'aquaponie. On verra dans quelques instants ce qu'il en est exactement. Et à votre gauche, Mesrob Karéguélékian, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez Prométhée, vous êtes le Chief Commercial Officer de cette start-up qui fait du spatial, mais on verra dans quelques instants exactement ce qu'il en est. Alors c'est vrai que quand on énonce ce que vous faites, votre quotidien, on va se dire mais quel est le point commun entre le spatial, la ferme verticale et puis l'industrie. Et pourtant, il y a bien un point commun, c'est la souveraineté. C'est un sujet qui a été mis, on va dire, en focus, en tout cas après la crise Covid, qui a montré que finalement, le manque de ressources, ça pouvait aussi être une opportunité pour créer de nouveaux modèles. Première question peut-être, Guillaume, vous l'avez senti venir avant, puisque quand vous avez racheté l'entreprise, vous avez rallumé les chaudrons et on ne parlait pas encore de réindustrialisation. Alors effectivement, donc moi j'ai la chance d'appartenir à une famille d'entrepreneurs, puisque mon arrière-grand-oncle avait créé une entreprise en 1924 qui s'appelle Prodef et qui existe toujours, produit d'entretien français, Prodef. Et en 2013, on a racheté la Savonnerie. Et quand on a racheté la Savonnerie en 2013, on a commencé par faire tout un plan de réinvestissement pour réallumer les chaudrons historiques donc, que vous voyez derrière vous. Donc on a fait 5 années de travaux et d'études techniques, enfin d'études techniques puis de travaux, et on a inauguré ces chaudrons en 2019, voilà, 2018-2019. Et donc effectivement on a commencé à réindustrialiser ce site avant la crise Covid. Après on a beaucoup parlé de réindustrialisation, mais la rénovation s'est faite avant. Voilà. Après on continue à moderniser notre parc de machines. Donc c'est un travail de longue haleine. On voulait faire quelque chose, mais voilà, l'accès au foncier c'est très compliqué. Et en fait, donc on a cherché d'autres idées et l'aquaponie est venue assez naturellement de par ce cercle vertueux. Peut-être une question qui vous concerne tous les trois. On va dire que l'intérêt pour une souveraineté française, ça paraît simple, comme de réindustrialiser ou de dire on doit consommer en circuit court, ou effectivement avoir ses propres images, puisque c'est bien ça que vous faites au quotidien. Est-ce que malgré les discours ambiants, environnants et très encourageants, est-ce que pour autant dans la réalité c'est toujours aussi facile ? Ah oui, Guillaume. Alors, je pense que c'est une aventure entrepreneuriale qui est fabuleuse, une aventure collective, puisque quand on relance les chaudrons, là, on a aussi bénéficié du plan France Relance pour une nouvelle ligne. Derrière, il y a des questions de formation, il y a des questions d'appropriation des nouveaux process de production, parce qu'on est dans une savonnerie traditionnelle, mais c'est pas du tout contradictoire avec une modernité. Et donc, il y a des enjeux collectifs de formation, d'accompagnement, des enjeux de prix de revient qui font qu'effectivement c'est pas toujours une aventure. Un long fleuve tranquille. Un long fleuve tranquille, voilà. Mais c'est une aventure vraiment fantastique et qui se fait grâce à l'implication de tous les salariés. Voilà, je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'important à noter. On ne le fait pas tout seul. Voilà. Peut-être Juliette. Nous, à notre démarrage, on a eu des grosses questions. C'était justement sur la position de l'agriculture urbaine dans la politique française. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de cadre législatif, et du coup, on rentrait dans aucune case et dans toutes les cases en même temps. Donc c'était un gros enjeu. Très simple, j'imagine, administrativement parlant. C'est ça. Donc c'était un grand enjeu au démarrage. De la même façon, quand on fait du spatial et qu'on arrive avec une offre totalement différente, comment on est perçu ? Il est clair que le spatial, comme on disait tout à l'heure, c'est l'espace, c'est la Lune, enfin, alors que notre approche ou notre métier ou nos produits, c'est un peu plus concret, c'est beaucoup plus concret, c'est vraiment l'imagerie, l'observation de la Terre et les applications qui en découlent, avec une fréquence d'image très très rapprochée. Aujourd'hui, la bibliothèque européenne dispose d'imagerie d'un point donné tous les 5 jours.
nos satellites patrimoniaux arrivent à donner une image d'un point précis une fois par jour. Notre ambition, c'est vraiment d'arriver à une imagerie d'un point précis de n'importe quel point du globe toutes les 30-40 minutes, donc on s'approche du quasi-temps réel. Il est clair que le marché sur un tel produit n'est pas aussi développé que ce qu'on souhaiterait ou que ce que ce sera dans une quinzaine d'années. En fait, aujourd'hui, l'imagerie spatiale et puis l'approche justement d'observation de la Terre, je peux comparer ça à de l'Internet il y a 15-20 ans, on ne savait pas à quoi ça servait. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Je pense que dans 15 ans, peut-être même avant, l'imagerie spatiale deviendra un incontournable, on aura ça dans son smartphone. Et puis, ce n'est pas l'image qu'on va voir, c'est l'application qui en découle. Donc, c'est toute cette difficulté qu'il faut surmonter. On a le soutien des autorités françaises, on a le soutien du CNES, mais il faut faire ce marché justement et puis faire prendre le marché en France. Juliette, sur la question vous l'avez rapidement évoqué, la souveraineté agricole, c'est un vrai sujet. La nouvelle façon de manger aussi, où on fait beaucoup plus attention à la façon dont on se nourrit. Donc l'aquaponie, effectivement, ça veut dire ne pas utiliser de produits chimiques. Vous êtes presque sur une niche, hein, et finalement, c'est peut-être pas monsieur et madame tout le monde qui se sont concernés aujourd'hui par ce que vous faites, puisque vous venez fournir les grands restaurants de la région. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas un fil à tirer pour se dire peut-être que demain, on pourra faire autre chose grâce à l'aquaponie, et vous êtes un peu une éclaireuse, j'allais dire, sur le chemin de la souveraineté alimentaire? Alors nous aujourd'hui, en effet, on a un savoir-faire unique, c'est qu'on a transposé l'aquaponie dans l'agriculture verticale. Après, l'aquaponie, c'est une technique qui existe, c'est ancestral. Les Aztèques le faisaient. Il y avait également des poissons dans les rizières. Et aujourd'hui, on commence à voir des fermes aquaponiques naître un peu partout sur le territoire, dans des serres, pour justement cultiver des légumes. Et en effet, l'aquaponie fait partie intégrante du paysage de l'agriculture et une nouvelle technique parmi tant d'autres. Est-ce que avec le monde agricole, vous dialoguez? Il y a des choses à faire avec d'autres acteurs? Tout est à faire, tout est à créer. Aujourd'hui, c'est vrai que l'agriculture urbaine, on nous regarde avec un drôle de regard. Mais c'est le temps qu'on prouve que ça fonctionne et qu'on a notre place dans le paysage. Sur l'industrie, le chemin est peut-être un peu plus facile. Je ne dis pas qu'il est plus facile administrativement et qu'on reviendra peut-être sur les besoins, notamment en foncier. Mais la réindustrialisation, aujourd'hui, ça parle à tout le monde. Alors effectivement, ça parle à tout le monde. Moi, je parlais tout à l'heure de France Relance. Hein, ça veut dire que l'État, je pense que le public et l'État maintenant ont pris conscience de ces enjeux de souveraineté et de réindustrialisation. Voilà. Après, c'est un chemin qui, à mon sens, va être long, qui demande des investissements, des compétences techniques qu'il faut parfois retrouver. Nous, on a pu rénover les chaudrons parce qu'on avait encore du personnel qui avait cette compétence-là, ce savoir-faire-là. Mais voilà, je ne connais pas bien le monde agricole, mais en tout cas, sur l'industrie, je pense qu'il y a des choses qui sont enclenchées, il y a une prise de conscience, et là, le Covid a permis cette prise de conscience. Mais le chemin, effectivement, va être encore long pour recréer des usines et réindustrialiser nos territoires. On aura Olivier Luanzi, je l'appelle le monsieur territoire d'industrie, c'est ce qu'il faisait il y a encore quelques temps, pour avoir son approche justement, et on verra si on a vraiment réindustrialisé la France ou si on est en bonne voie ou pas. Oui, je sais. Il y aura débat tout à l'heure. Peut-être avant de revenir sur le sujet des compétences et des talents, Mesrob, juste une question. Guillaume vient de l'expliquer, finalement, l'État, les Français sont intéressés sur la réindustrialisation et quelque part ça facilite un petit peu les choses. Pour ce qui vous concerne, votre approche, elle est plutôt méconnue du grand public. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre, même si vous êtes soutenu par l'État et par le CNES, comment est-ce que justement on fait pour créer ce marché et prendre sa place par rapport à la concurrence européenne et mondiale? En fait, on parlait de souveraineté au début. La souveraineté, c'est vraiment l'action, avoir l'autonomie dans l'action. Mais pour agir,
il faut savoir, et pour savoir, il faut voir. Et donc, y compris dans l'information, on a besoin de souveraineté pour avoir la bonne action en pleine souveraineté. Donc, c'est un peu la démarche qu'on a au niveau de nos interlocuteurs, justement pour assurer de la nécessité d'avoir une souveraineté, y compris sur la base de l'information et l'origine de l'information. C'est le point de départ, je dirais, vis-à-vis de la concurrence étrangère, c'est clair. Ensuite, nos interlocuteurs, c'est les métropoles, c'est les régions, c'est l'État. Les territoires. Ouais. Voilà, les territoires. Et donc, on arrive à montrer les applications qu'on peut faire avec ce type d'imagerie, justement, avec ce type de données. Je vais donner quelques exemples. Oui. Je veux dire, on est capable. Et puis, la région chez nous est un laboratoire ouvert en matière d'applications qu'on peut apporter. Je prends le cas de tout ce qui est le dérèglement climatique avec toutes les catastrophes naturelles qu'on est en train de vivre, que ce soit les inondations, que ce soit les incendies. Donc, on est capable, avec de l'imagerie spatiale, de mettre en place des cartes de vulnérabilité. Donc, d'essayer d'éviter, on ne pourra jamais éviter la catastrophe, mais en tout cas, on peut se concentrer sur des zones de plus en plus vulnérables quand il y a la sécheresse, quand il y a les chaleurs, quand il y a le vent. Enfin, on peut voir tout ça depuis l'espace et se concentrer sur justement les zones les plus vulnérables. Et avec une imagerie en quasi-temps réel, quand la catastrophe arrive, on est plus efficace pour agir justement là où il faut, avec une vision de plus haut, avec une vue d'ensemble qu'on ne pourra pas voir depuis le sol. Et donc tout ça, c'est des avantages que justement l'imagerie apporte, ce qui permet, j'allais dire, d'attirer l'attention et l'intérêt de nos interlocuteurs. Et c'est clair que, comme je disais, ce n'est pas des choses courantes pour l'instant. Donc c'est une étape à franchir. Il y a de la pédagogie, de l'évangélisation à faire. Et démontrer justement avec des applications concrètes l'intérêt de tout le système. Voilà. Je parlais d'incendie, mais on peut parler d'inondation, on peut parler de surveillance des côtes. Enfin, la région a quelques centaines de kilomètres de côtes. On a des problèmes de surveillance. On a besoin de surveiller la mer, on a besoin de surveiller les côtes. Et vous imaginez faire ça depuis le sol, c'est très compliqué, c'est très lourd. Alors qu'avec des images depuis l'espace, c'est tellement plus efficace. Du coup, plus de réactivité qui est permise aussi ? Alors oui, comme je disais, nos satellites, on a déjà un premier satellite qui tourne autour de la Terre. On a l'ambition, on a le projet d'avoir une vingtaine de satellites qui tournent d'ici 2027. Le prochain partira fin 2025, début 2026. Et puis, comme je disais, avec une constellation d'une vingtaine de satellites, on pourra avoir une image de n'importe quel point du globe. Toutes les 30-40 minutes à peu près, on pourra même avoir des images d'endroits différents du globe en même temps, simultanément. Donc, et avec une fréquence aussi rapprochée, ça permet de gérer des crises quand il y a eu des inondations. L'avantage aussi, c'est d'aller voir comment c'était avant pour comparer et pour savoir où est-ce qu'il faut intervenir plus rapidement. Pareil pour les incendies, enfin, ainsi de suite. Et nos satellites sont équipés aussi de traitement bord, enfin une intelligence à bord même, pour analyser l'image avant qu'elle soit retransmise sur Terre, au sol, et pour avoir l'information contenue de l'image avant que l'image arrive. Donc il y a pas mal de technologies là-dedans, mais ce qui est important, c'est vraiment les applications qu'on peut en faire au quotidien, j'allais dire. Voilà. Oui, très concrète. Guillaume, vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant on avait de la ressource qui connaissait finalement les chaudrons, qui savait comment faire, et finalement la formation, le besoin des talents, c'est un sujet que vous partagez. Peut-être Juliette d'abord, pour revenir sur l'industrie, quand on a ce concept d'agriculture urbaine, ça peut parler aussi, ça peut donner envie. Vous avez des ambitions de grandir, hein, vous recherchez du foncier, vous avez aussi des embauches à faire, à réaliser. Est-ce que, alors on sait très bien que c'est compliqué aujourd'hui de recruter, mais est-ce que d'être dans un nouveau système, ça attire davantage des talents, ou est-ce qu'au contraire il faut former parce que rien n'existe encore ?
Aujourd'hui, on a du coup le métier est nouveau, le concept est nouveau, donc le métier est nouveau. Donc les personnes doivent se former. Il n'y a aucune formation qui existe sur le marché. Du coup, on a cet avantage-là, c'est qu'on forme en interne et ça permet aussi aux personnes qui ont envie de se reconvertir ou de changer de voie, de venir découvrir ça. Et c'est vrai que le métier de l'agriculture urbaine est assez attirant. Donc, d'une part, on a des nouveaux talents qui arrivent et d'autre part, ils viennent d'une diversité de secteurs, ce qui vraiment enrichit l'entreprise. Guillaume, souvent les entreprises, bon, Juliette le dit, ils forment en interne, mais il arrive aussi à certaines grosses PME, voire à des groupes, de créer leur propre école de formation, parfois après à l'ouvrir même aux autres acteurs du secteur. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager? Et vous, comment est-ce que vous continuez à faire prospérer la vraie recette du savon de Marseille? Parce que là aussi... il n'y a pas toujours que du vrai savon de Marseille. Effectivement, donc on était confrontés à un enjeu, c'est de faire connaître la fabrication du savon de Marseille fabriqué à Marseille. Ça, c'est vraiment un enjeu important. Vous parliez de faire connaître l'industrie. Voilà, les deux enjeux se rejoignent. C'est pour ça aussi qu'ici, on a ouvert le musée du savon de Marseille. On est ouvert toutes les semaines sur visite guidée. On a reçu plus de 3500 personnes l'année dernière. Qui sait, peut-être que parmi ces 3500 personnes, il y aura un jeune, deux jeunes, pour lesquels on aura éveillé l'envie d'aller travailler dans l'industrie. On est entre la frontière entre l'industrie et l'artisanat. Mais le fait d'ouvrir ce site au public, on reçoit des familles, on reçoit des groupes, des écoles de tout type, des touristes aussi étrangers. Voilà, le but, c'est vraiment de faire connaître l'industrie, parce qu'on a besoin à la fois d'expliquer qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce que c'est que la fabrication du savon de Marseille ici à Marseille, mais aussi de recruter des talents et de recruter des jeunes qui ont envie de s'investir dans des métiers très concrets. Voilà. Alors, on est, nous, une PME et pas une grosse PME ou une ETI, donc on n'est pas encore mûr pour ouvrir une école de formation en interne. Mais par exemple, les maîtres savonniers, aujourd'hui on a 2 jeunes maîtres savonniers, ils ont mis 18 mois, 2 ans à être autonomes, et c'est une formation qui est en interne, parce qu'il n'y a pas d'école de maîtres savonniers. Voilà. Et donc ils sont ravis d'expliquer justement aux visiteurs qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que le savon de Marseille fabriqué à Marseille par rapport à d'autres produits. Voilà, donc c'est cette pédagogie et cette ouverture au public. C'est ce qu'on appelle aussi le tourisme de savoir-faire. Absolument. Voilà, qui permet de faire connaître, ouais. voilà, et de construire l'avenir. Mesrob, quand Thomas Pesquet envoie des images depuis l'espace, est-ce que ça permet de donner envie aux jeunes de venir dans ce domaine? Je pense que l'espace, en effet, attire, c'est clair, l'espace attire. Aujourd'hui, un des secrets de Prométhée, en matière d'homme, justement, c'est son capital homme. On a un mix d'anciens comme moi, j'allais dire, expérimentés, avec un peu de recul, et des jeunes talentueux. Et la somme de ces deux vecteurs, justement, de ces deux éléments, donne cette puissance à Prométhée d'avancer vite, d'aller vite. Chacun dans son domaine, chacun des membres, enfin les cofondateurs, un des deux est plus profil commerce, l'autre est plus profil ingénieur. On a des ingénieurs qui ont travaillé quelques années chez les grands Airbus, Thales, qui sont avec nous, et puis des jeunes qui sont sortis de l'école. On a des accords de coopération avec, par exemple, la Sorbonne. Un des cofondateurs donne des cours à la Sorbonne, justement, pour former, pour contribuer à cette formation. On n'aura pas d'école interne. Enfin, l'école interne chez Long Job Training, j'allais dire, c'est le quotidien. Mais en pure formation pédagogique, voilà le type d'action qu'on mène, justement, pour véhiculer, pour former, pour intéresser les uns et les autres au métier, oui. Peut-être la notion aussi d'innovation. Vous êtes aujourd'hui plutôt sur des pousses qui servent les grands restaurateurs. Dans le spatial, ce sera peut-être un petit peu moins le cas, mais même sur l'industrie, d'apporter des nouveaux services, de continuer à innover. Comment est-ce qu'on arrive à finalement à continuer à
faire du nouveau avec quelque chose d'ancien? Il y a plusieurs choses. Il y a, déjà dans les produits, on constate par exemple un retour au savon solide sous toutes ses formes. Pourquoi ? Parce que les produits liquides, on transporte de l'eau, il y a des enjeux environnementaux. Il y en a aussi pour les savons solides. Mais par exemple, on a été les premiers à lancer des savons vaisselle il y a 5 ans. L'objectif, c'est de changer des habitudes, de participer en tout cas à des changements d'habitudes qui ont été pris, des habitudes qui ont été prises ces 40-50 dernières années. Donc de faire sa vaisselle avec un savon solide, c'est possible, ça marche. Voilà, on va transporter moins d'eau, moins de plastique ou pas de plastique. Donc, oui, je pense en tant que PME, on a aussi un rôle pour essayer de pousser des innovations sur la vie de tous les jours, en tout cas d'y participer. Voilà, donc après, ça fait son bonhomme de chemin. Donner les moyens pour le faire. Fait. Juliette, est-ce qu'on peut continuer à innover quand on est déjà dans l'innovation ? On peut toujours innover, c'est justement tout l'intérêt et tout le moteur du quotidien. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de remettre au goût du jour des techniques ancestrales. Depuis les Aztèques, voilà, il y a eu de grosses évolutions technologiques, un état de l'art qui s'est étoffé. Et à partir de là, le champ des possibles est ouvert et on peut faire des choses formidables. Est-ce que vous envisagez de faire autre chose que ce que vous faites aujourd'hui, d'aller un peu plus loin ? Oui, aujourd'hui, donc on est plutôt spécialisé dans les micro-pousses, donc c'est des bébés aromatiques. Demain, on a la volonté de produire d'autres trésors végétaux, des aromatiques rares comme des feuilles d'huître, des fleurs comestibles comme de la pensée par exemple. Et après, on verra aussi, on verra à l'avenir. Sur le spatial. Je pense que la technologie, pure, mais... oui, je pense que la technologie continuera à évoluer. Comme je donnais l'exemple de l'intelligence artificielle qu'on a mis à bord, la communication intersatellite aussi, c'est quelque chose qu'on développe. Enfin bon, il y aura forcément la miniaturisation qui permet aujourd'hui de réduire les tailles, donc de réduire le poids, donc de réduire le coût, et donc tout ça rend le spatial beaucoup plus abordable. Et donc je pense que oui, la technologie continuera à évoluer, c'est clair, oui, sans aucun doute. Alors, une question, parce que même si vous démocratisez tous finalement une pratique ou quelque chose du quotidien, parfois c'est aussi payer un peu plus cher, c'est peut-être plus le cas pour vous Juliette, mais payer un peu plus cher quelque chose qui est finalement fait à côté de chez soi, mais qui est sain, naturel. Est-ce que ça, le consommateur qui a envie de souveraineté, de bien s'alimenter, de bien se nourrir, est-ce que pour autant le pas est vraiment fait psychologiquement parlant et dans la réalité ? Nous, nos clients sont prêts à payer un tout petit peu plus cher et encore on est bien positionné au niveau du marché, tout simplement parce que la qualité est au rendez-vous. En fait, c'est de part aussi de l'innovation, mais aussi d'autre part de la proximité. Ça apporte une qualité et une fraîcheur qui est difficile à retrouver ailleurs. Oui, et après Guillaume. Mesrob et puis après Guillaume. Oui, je pense que malgré ce que j'expliquais, que les coûts sont réduits, l'imagerie spatiale, le service spatial reste un produit qui paraît cher et inaccessible. Ouais. Mais en fait, il remplace tellement d'autres choses, d'autres moyens qui sont mis en place aujourd'hui depuis le sol pour surveiller, pour intervenir. Je pense que c'est l'usage qui va démontrer que c'est tellement plus économique de le faire à travers le spatial, et c'est ce qu'on essaie de démontrer à chaque fois qu'on fait des démonstrateurs, des services qu'on fournit, parce que ça évite d'utiliser d'autres moyens au sol qui sont beaucoup plus chers en finale à la somme, oui. Donc il faut bien réfléchir à la solution qu'on choisit. Et il faut bien choisir les moyens qu'on veut mettre en place, c'est clair, oui. Guillaume, sur ce point ? Alors effectivement, notre marque La Corvette, on fabrique, on commercialise des produits d'hygiène et des produits d'entretien. Donc on est confronté à une concurrence mondiale extrêmement forte. On se positionne vraiment sur
on a des leitmotifs. Voilà, la fabrication française, la naturalité, nos produits sont éco-certifiés. Donc derrière, pour pouvoir faire face à cette concurrence mondiale, il faut qu'on explique pourquoi est-ce que nos produits sont plus économiques. Et c'est une réalité. Je veux dire, un savon de Marseille, ça dure longtemps, on peut l'utiliser sur beaucoup d'usages. Il y a beaucoup d'usages possibles. Donc il y a toute une pédagogie à mettre en place. C'est aussi pour ça donc, qu'on a ouvert le site au public. Mais oui, on est confronté à une concurrence mondiale avec des prix de revient qui sont plus élevés en France. Voilà. Mais c'est par la qualité et c'est par la pédagogie et l'explication qu'on arrive à trouver notre place sur ce marché-là. Alors, une question, oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais donner un exemple. Monsieur. On travaille actuellement avec le syndicat des ostréiculteurs, par exemple. Ça pourrait intéresser Juliette, presque. Non, mais justement, pour anticiper les conséquences des pluies et les versants qui viennent justement perturber, si on n'a pas pu anticiper, le coût de la catastrophe est tellement plus important que le coût justement de la surveillance. C'est juste un exemple qui illustre, même si au départ ça paraît cher, ça ne l'est pas, et ça paraît cher, l'économie qu'on peut faire derrière, exactement, l'économie qu'on peut faire derrière est tellement plus important que l'investissement. Voilà. Il y a deux sujets qui vous rassemblent aussi, c'est la R&D, donc ce qu'on a un peu appelé l'innovation tout à l'heure, et puis le foncier. Et ça, c'est une problématique régionale, nationale mais régionale également. Quand on a envie de s'étendre, quand on a envie, parce qu'on va grandir et parce que la souveraineté, ça veut dire aussi grossir. Comment est-ce qu'on fait face à ces difficultés du quotidien, Juliette, peut-être? Parce que vous recherchez du foncier, j'en profite pour faire passer l'annonce. Oui, donc là aujourd'hui, on est situé au cœur de Nice, on a 400 mètres carrés. Demain, on a la volonté de grandir par 1000 mètres carrés, puis 3000 mètres carrés. Donc en effet, on est en recherche de foncier. Là aujourd'hui, on prend notre bâton de pèlerin et on va toquer à toutes les portes. On fait connaître notre projet, on démontre l'intérêt de notre projet, l'intérêt de rapprocher le consommateur du producteur, et c'est fastidieux. Et c'est fastidieux. Finalement, comme quoi tout n'est pas si facile quand bien même on veut de la souveraineté. Mesrob, peut-être? Aujourd'hui, Prométhée, le siège social de Prométhée est à Aix-en-Provence et toute la partie service innovant est à Aix-en-Provence. On a des ingénieurs à Toulouse et puis on a une équipe à Paris. Donc aujourd'hui, on a essentiellement des bureaux. L'ambition à terme, c'est d'avoir notre propre usine de fabrication de satellites. C'est pas pour tout de suite. Il faut que le marché prenne. Donc on n'est pas pour l'instant à la recherche de foncier, on a juste besoin de bureaux et c'est pas très très compliqué pour l'instant avoir des surfaces bureaux, donc on s'en sort bien. Mais oui, à terme, l'ambition c'est vraiment d'avoir cette usine et on y pensera le moment venu. Oui. Guillaume, est-ce qu'on pousse les murs à la Savonnerie? Alors, on ne peut pas pousser les murs parce qu'on est justement dans ces bâtiments historiques. Nous, on a été confrontés à ce problème-là il y a 4-5 ans parce qu'il y a eu l'ouverture du musée au public et l'achat d'une nouvelle ligne de fabrication. Voilà, donc ça nous a obligés positivement à externaliser nos stocks de produits finis. Donc on a un prestataire sur les Tandberg qui gère les stocks de produits finis et les expéditions. Nous l'enjeu au niveau territorial, il est principalement de faire connaître ce territoire nord de Marseille, de faire venir du monde. Et donc il y a des questions de mobilité, il y a des questions d'enjeux de transport public. Voilà. Mais au niveau foncier, voilà, on a décidé, nous, de rester et d'investir sur ce site historique en plein 15e arrondissement, là, dans le quartier des Égalades. Et voilà, donc on a externalisé, on a été chercher une prestation ailleurs pour pouvoir rester dans nos murs. Et si vous deviez grandir encore? Ce qui est important pour nous, c'est que les chaudrons que vous voyez derrière et la fabrication soient ici. Voilà. Donc, ensuite, on a encore, en termes de bureaux, de la place de rénovation, on a rénové les bâtiments petit à petit. On a encore un peu de place. Et c'est surtout les aspects logistiques pour nous qui vont être importants. On s'appuie sur un prestataire. C'est aussi un métier, la logistique. Donc on n'a pas l'intention aujourd'hui, excepté en termes de logistique,
d'étendre le site. On veut rester sur ce site justement parce que c'est ce site qui permet de voir la production. Absolument. Si vous aviez un message chacun à faire passer, alors soit aux consommateurs, soit au pouvoir public, parce que finalement vous dépendez aussi beaucoup de l'impulsion politique au sens noble du terme qui peut être donnée, des schémas économiques et des investissements qui sont fléchés vers certains de vos secteurs. Mesrob, est-ce que vous avez... c'est le moment de dire ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. On a le soutien de la région. On remercie la région du soutien qu'ils nous apporte. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est vraiment nous faire confiance sur la partie opérationnelle. Et moi, mon rêve, c'est de produire des prestations de services donc dérivées de l'imagerie spatiale dans la région, pour la région. Donc mon rêve, c'est justement d'avoir des contrats de livraison de prestations qui est un soutien fondamental pour nous, de pouvoir livrer un certain nombre de prestations à la région. Et comme je disais, les besoins dans la région sont importants. On a récemment gagné un contrat qu'on a appelé Prism, qui est un démonstrateur justement de toute la surveillance de l'eau, des rivières, des niveaux des inondations, donc l'aménagement du territoire qui suit tout ça. Donc pour nous, c'est des éléments très très importants pour notre croissance dans la région. Voilà, c'est le message que je passerai. Juliette ? Nous aussi également, on a été très bien accompagnés et très aidés par la région, le département et les collectivités locales, ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Mais comme je disais au début, c'est qu'on rentre dans aucune case et toutes les cases, et ça, c'est encore un frein aujourd'hui, notamment sur la recherche du foncier, où comme on est à mi-chemin entre l'agriculture et l'industriel, voilà, à chaque fois, il faut toujours convaincre, un peu, pas batailler, mais voilà, il faut démontrer l'intérêt, et ça ralentit énormément. Je fais une petite parenthèse sur le financement. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que quand on va avoir des investisseurs, puisque vous allez faire une levée de fonds prochainement, est-ce que pareil, il faut expliquer, batailler, faire beaucoup de pédagogie, ou est-ce que l'écoute est un petit peu plus aisée? L'écoute est aisée, mais il faut toujours convaincre. Mais aujourd'hui, voilà, c'est dans l'air du temps. C'est quelque chose qui est en émergence, qui commence à arriver à l'oreille de chacun. Du coup, ça fait écho, mais il faut quand même démontrer l'intérêt économique et la viabilité pour demain. Bon, Guillaume, on sait que vous avez bénéficié de France 2030, donc vous l'avez bien expliqué au début. C'est vrai que l'État et la représentation de l'État, en tout cas dans les régions, et les régions ont fait en sorte de réindustrialiser, mais tout n'est pas gagné encore pour autant. Effectivement, on a été bien aidés, mais là, vous nous laissez l'occasion d'exprimer quelques messages. Moi, je pense qu'il y a la question de la commande publique. Bien sûr. C'est-à-dire que dans les appels d'offres, les produits fabriqués en France soient privilégiés. Je pense que ce serait vraiment quelque chose de très encourageant et de très positif. Et puis je ne peux pas m'empêcher non plus de dire qu'un jour, j'espère que le véritable savon de Marseille fabriqué à Marseille dans sa région sera reconnu avec une indication géographique protégée. Voilà. Ça, il y a un message. Oui, il y a un message. On s'est regroupé avec 3 autres savonneries historiques de la région. Il y a déjà plus de 10 ans, mais en tout cas, on souhaite que promouvoir ce savoir-faire, ce produit spécifique, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est compliqué. Voilà, on souhaiterait que ce produit unique et ancestral est un signe distinctif pour pouvoir être défendu et promu plus facilement avec un soutien des institutions. Et éviter les faux savons de Marseille. Voilà. Alors aujourd'hui, le terme savon de Marseille n'est pas protégé, donc il y a quelque part... Tout le monde peut se prévaloir, mais en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce produit-là, il est un signe distinctif. Voilà. Merci à tous les 3. On se rend compte que finalement, la souveraineté, même si elle est désirée, elle est encore loin, très loin d'être acquise, et qu'il reste des freins à lever. Je vais céder la parole dans quelques instants à Raphaël Duchemin pour le premier podcast de la matinée. Merci à tous les 3. Merci. Merci beaucoup.